Salut, c'est Michael. Aujourd'hui, j'ai invité Johan Yangtin. Johan, bonjour et sois le bienvenu. Merci à toi, Mickaël, et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation, Johan. Ça m'a fait très très plaisir. Et puis voilà, parce que je te suis quand même déjà depuis quelques années. Et puis par rapport à ce que je propose, donc je t'ai ramené quelques questions justement que j'aimerais bien donc aborder avec toi si tu me le permets. Donc Avec la toute plaisir. première, je t'en prie. La toute première, c'est donc ce serait, est-ce que tu peux te présenter donc assez rapidement et puis nous dire ce que tu fais? Ok, donc moi c'est Johan Yangting, ça fait 10 ans que j'ai lancé mon activité en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé pendant que j'étais étudiant. Pendant que j'étais étudiant, j'étais en école de commerce à l'époque où je me suis endetté sur plusieurs années pour payer l'école et en plein milieu de mes études, je me rends compte que finalement c'est peut-être pas la voie qui me plaît au cours de stage, de ce qu'on me promet et tout. Et lors d'un stage que je fais justement en start-up qui changeait des stages d'avant où j'étais un peu comme en mode salarié et tâches pas très épanouissantes, j'ai été un peu on va dire, emballé par le lifestyle entrepreneur et les perspectives que ça donnait. Et c'est là que j'ai décidé de lancer ma boîte. Donc aujourd'hui, je fais un petit peu la même chose que quand j'ai commencé, c'est-à-dire que je suis consultant en marketing, notamment à tout ce qui touche au flot de vente, à l'automatisation et permettre aux entrepreneurs, aux entreprises d'automatiser tout ce qui touche à en fait de la visibilité jusqu'à la vente finale, la fidélisation, et Mhm. également sur tout ce qui va être aussi l'aspect un peu coaching, état d'esprit, mindset, gestion du temps depuis pas mal d'années. Et donc du coup, voilà, avec l'expérience et tout ce que j'ai acquis durant ces longues années, que ça soit sur le web, mais aussi en termes de compétences marketing et business coaching, aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs toujours sur ces points-là, c'est-à-dire beaucoup la gestion du temps, l'état d'esprit, tout l'aspect gestion mentale et du business stratégique, et également sur l'aspect développer son tunnel de vente, son flow. Je préfère parler de flow de vente, c'est-à-dire trouver vraiment un système qui nous correspond et qui permet d'avoir un business épanouissant. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui et comment j'en suis arrivé là. Très, très intéressant ce que tu dis et ce que tu fais. C'est justement ce qui m'a parlé dès le départ, en fait, dans ce que tu propages, en fait, la bonne parole que tu propages sur les réseaux sociaux. Et moi, en tant que entrepreneur et consultant en gestion d'affaires, je me suis retrouvé très rapidement dans ce que tu délivres en contenu réel. Et, euh, et c'est, je pense, justement ce qu'on a en commun, en fait, cette scalabilité. J'en parlerai un peu plus tard dans les questions, mais tu parles de hacker et je trouve ça, c'est un mot que j'aime bien. Bien Ouais. évidemment, c'est sûr que c'est un terme qui a énormément de valeur et là, je me retrouve dans ce que tu as dit. Euh, Tu es, je cite, consultant en stratégie marketing et développement commercial, auteur, coach, conférencier et formateur fast learning. Donc, fast Oui, learning, c'est l'apprentissage rapide, hein, pour ceux qui ne comprendraient oui, pas. Fast learning est une belle expression et c'est vraiment, donc ça revient à ta gestion du temps, je pense, non? oui. L'efficacité, oui. L'efficacité, tout à fait, parce que plus tu prends de temps, moins tu es efficace, et plus tu vas aller rapidement, plus tu seras efficace, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ton objectif est donc également de hacker la croissance de l'entreprise, c'est ce que je viens de dire. Et par rapport à ça, ma question est simple. Où sont, d'après toi, les leviers d'optimisation d'un business? Alors, les leviers d'optimisation d'un business, ça dépend quel business, mais si on D'accord. parle d'un business où la personne est le business, donc c'est soit qu'on vend, Mhm. c'est-à-dire que c'est ce qu'on peut appeler solopreneur, hein, tout ce qui sont les coachs, consultants, thérapeutes, un peu comme nous, en fait, où on se vend, en fait, on vend notre compétence, que ce Ouais. soit des entreprises ou des particuliers. Je pense que le premier levier, forcément, c'est l'humain, c'est l'entrepreneur, Ouais. puisqu'on est finalement, c'est nous que nous vendons, donc la valeur se situe dans notre compétence, dans notre énergie, dans tout ce qu'on va arriver à apporter et dégager. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi, donc au-delà de la personne qui se vend, et là, ça va toucher à toutes les entreprises, il y a ce qui va être pour moi le levier de stratégie et de congruence. C'est-à-dire que, en fait, toute entreprise a ce qu'on appelle une image de marque. Et qu'en soit l'entreprise soit ou un groupe, une marque, peu importe, il y a Mhm. toujours cette image de marque et le branding. Et j'aime dire que souvent, en fait, euh, quand on a un bon branding, le marketing se fait tout seul, qu'on a une bonne réputation. Mais ça se crée. Ça, c'est pas du jour au lendemain d'avoir ce branding-là. Et ce branding, en fait, pour moi, c'est l'un des leviers principaux en termes de stratégie. C'est-à-dire comment on va réussir à créer une image et une réputation attractive, qui va vraiment donner aux gens de venir vers nous, d'acheter nos produits ou services, hein, parce que c'est Mhm. ce qu'on vend. Et je pense que c'est dessus qu'il faut principalement travailler en priorité, parce que pour moi, ce sont les leviers.
C'est-à-dire, enfin, les leviers et aussi les basiques qui vont permettre derrière de découler toute la stratégie. C'est-à-dire que c'est pour ça que si on prend un exemple très simple, une personne qui va appliquer et recopier une stratégie qui est censée fonctionner, qu'on connaît beaucoup en marketing, Ouais. si elle-même, elle n'a pas une image qui est cohérente avec cette stratégie, si elle n'a pas l'expertise, si elle n'a pas l'énergie, l'enthousiasme qui va avec cette stratégie. Je prends un exemple, quelqu'un qui va faire des vidéos, Ouais. bah s'il est pas dans la bonne énergie et tout, ça passera mal. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut avant tout travailler sur ces bases-là. Et derrière, ensuite, ça va être tout ce qui est le grand classique du marketing, donc tout ce qu'on va mettre en place pour convertir, pour être visible et pour aussi fidéliser, parce qu'on oublie souvent que le principal de la vente et du marketing ne se fait pas avant pour absolument avoir des clients, mais se fait surtout après, une fois que le client a acheté. Parce que comme j'ai parlé de réputation et de branding, tout va se faire après en fait. Alors que si on délivre de la valeur, s'il y a une bonne relation avec le client, s'il y a de la qualité, automatiquement, ça va créer une réputation et qui va créer aussi une image de marque. Donc, je pense qu'il faut pas oublier qu'en termes de levier, il y a tout ce qui se passe avant, c'est sûr, mais il y a aussi et surtout tout ce qui se passe après. Et c'est là que tout pour moi va se jouer sur la capacité à délivrer cette valeur, mais sur le long terme. Et je pense qu'une fois qu'on a mis ça en place et qu'on a compris ça, en fait, on met les bons focus. Quand je parlais d'efficacité, Ouais. on met le focus justement sur sa valeur, sur la meilleure façon de délivrer cette valeur, sur le client, et aussi sur comment derrière on va pouvoir découler quelque chose qui soit cohérent sur tout le processus. Donc voilà pour moi ce qui est important pour réussir en business. Très belle réponse. Je me retrouve définitivement dans ce que tu dis, Johan. Et bien évidemment, il y a le côté gestion client qui est très très important. C'est ce que je voulais reprendre, Oui, ce que tu as dit. Bien évidemment, par rapport à mon parcours, comme je te l'ai déjà dit, en tant que Key Account Manager, c'est justement la gestion des clients clés en fait. Et les clients clés, c'est la gestion des plus grands clients qu'on puisse avoir dans un portefeuille de clients. Et il est bien évident il y a l'acquisition, hein, l'acquisition du client, mais bien évidemment le travail qui se fait ensuite. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le fait d'apporter des services et de la qualité aux clients. Ça dépend du type de produit qu'on oui, propose, bien évidemment, mais je pense que même en proposant, moi je le connais de domaines dans lesquels on travaille avec beaucoup de concurrents. J'ai travaillé aussi dans des domaines du bâtiment et des travaux publics au départ. Et même si on vendait des agglos ou alors des vis, quelle que soit l'importance du produit qu'on vend, je pense que la gestion du client est exactement la même, c'est-à-dire que lui apporter le minimum de services, parce que si on lui apporte juste le produit, eh bien, en fait, on fera exactement la même chose que tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut savoir se différencier. Là, je suis d'accord avec toi. oui, Deuxièmement, l'expérience client elle fait tout et même avant qu'il soit client, c'est-à-dire que ouais, on pense souvent conversion de prospect, conversion de client, c'est-à-dire que bah, quand quelqu'un est intéressé, il rentre dans le magasin ou qui va venir nous contacter ou qui va s'inscrire à une liste de diffusion comme sur le web, bah souvent on pense que hop l'objectif il est atteint, j'ai un prospect et tout de suite boum je vais lui vendre un truc et hop il est client et c'est fini. Alors que souvent là où ça a marché, c'est quand quelqu'un va être prospect, qu'on va d'abord créer une relation avec lui, apporter de tout la à fait. valeur, Ouais. qui va le transformer en client et après encore apporter de la valeur. Donc je pense qu'il faut jamais faut penser peut-être on pense aux chiffres de conversion, mais il faut pas oublier que si ces chiffres sont bons, c'est parce qu'après cette conversion, il y a aussi des enjeux qui se font d'expérience. Mais quel que soit le type de business, que ce soit dans un magasin ou en internet ou avec soi. Ah, tout à fait. Tout à Mm. fait. C'est ce que je dis aussi et c'est ce que j'essaie de propager en fait pour la génération qui se lance. C'est surtout celles qui sont peut-être déjà à certains niveaux. Donc, c'est pour ça que je travaille plus avec les gens qui ont déjà une certaine réussite. Parce que là, je me retrouve par rapport à mon parcours et je me retrouve par rapport à mon expertise. Mais surtout de dire que, comme tu disais auparavant, que ce soit la vente en direct ou alors la vente en ligne. Bon, moi, je suis plus quelqu'un du dur, hein. J'arrive plus ou moins maintenant sur les réseaux sociaux, donc en ligne. Et quand je dis les réseaux sociaux, c'est les outils que j'utilise, hein. Attention, je suis là simplement à utiliser les réseaux sociaux pour justement en tant qu'instrument et pas venu pour être influenceur. C'est pas du tout mon objectif ou ma stratégie derrière mon opération. Mais bien évidemment, comme tu dis, il est, je pense, plus facile en direct de voir si le client est appelé ou pas. Du moins, c'est comme ça que j'ai appris moi la vente. Parce que quand tu es en magasin, quand tu vends quelque chose à quelqu'un ou tu essaies de lui vendre un produit, tu vois ses réactions directes. C'est pour ça que moi, en ayant fait du coaching principalement par exemple, pour SAP, donc le fabricant de logiciels international, quand je faisais des conférences ou alors quand je donnais des cours pour apprendre donc en tant que coach ou entraîneur, eh bien, tu avais la réaction du public directement. Tu voyais les gens qui étaient là, tu voyais leur réaction, tu pourrais agir en fonction. Par contre, quand tu es en ligne et quand tu fais du one-to-one ou alors pas du one-to-one, mais quand tu fais de la vidéo, par exemple, je sais pas comment toi tu le vois, on a tendance à avoir un retour, comme tu dis, donc à moyen terme, on va dire.
sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à Oui, ça. oui, C'est mais vrai que, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et ouais, d'ailleurs, c'est un truc que je défends très fort, c'est que notamment les clients que je forme et qui sont débutants, je les fais pas vendre sur Internet en priorité. Je les ouais, fais vendre en direct. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si tu sais pas vendre en direct ou si ton offre t'arrives pas à la communiquer directement, tu sauras pas le faire sur le web. Ça peut paraître, ça peut mettre une grosse claque à ceux qui rêvent de se lancer directement sur le web, caché chez eux et tout. Mais je me rends compte, en fait, de plus en plus, ça fait 10 ans que je fais ça et que j'accompagnais des gens, que ceux qui démarrent directement par le web ont plus de mal, à moins d'avoir vraiment des très bonnes bases ou un background en marketing et en vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire ce truc qui est basique en vente et que tu connais très bien, qui est la conversation. tout à fait. Et sur Ouais, Internet, on peut la faire, mais c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, non, le meilleur conseil que je donne souvent aux personnes, c'est oui, avant d'aller lancer un produit, avant d'aller faire des formations en ligne comme beaucoup recommandent, avant d'aller se lancer sur les réseaux sociaux et tout, de d'abord se travailler un peu dans le dur, d'aller rencontrer les gens, de discuter avec eux, et c'est là qu'ils vont. En fait, c'est surtout ça va aller plus vite. Comme tu l'as dit, c'est là qu'on a le retour direct, c'est là que qu'on a les mots à utiliser et tout, et c'est quand on fait ça en fait, après une fois qu'on va sur le web, ça va beaucoup plus vite parce qu'on sait quoi dire, on ouais. sait à qui on parle, on visualise à qui on parle, et du coup, tout devient beaucoup plus fluide. Donc, je suis parfaitement d'accord que finalement, on va jamais pouvoir, malgré tous les outils qu'on a, changer une conversation en direct, surtout quand on est dans une optique de marketing, qu'on se lance ou qu'on se développe. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je passe beaucoup de temps en présentiel, à rencontrer mes clients, parce que c'est là, en fait, on a les meilleurs feedbacks. Prochaine question, mon cher Johan. Je te cite à nouveau cette fois-ci, hein. J'ai accompagné des milliers d'indépendants et des dizaines de startups dans leur développement exponentiel. Phrase directe, géniale, elle m'a plu directement. Sur le plan du business, quels sont, d'après toi, les plus grands défis que rencontrent les startups en général? Donc, quand je parle de défis, attention, je parle de défis, problèmes ou obstacles. Oui. Je dirais que celui qui revient le plus souvent, c'est la compréhension du marché. C'est Compréhension. vraiment un truc qui est très dur parce que beaucoup de personnes, et notamment dans les startups, sont des profils ingénieurs et ils Mhm. sont à fond dans la technique, à fond dans leur idée, à fond dans leur développement, à fond dans peut-être une vision de succès et tout, mais ils oublient que finalement c'est le marché qui aura raison. Tout à Et fait. donc du coup, pour moi, le plus grand défi, c'est arriver. On en a parlé avant, on a parlé de d'indépendants, mais le processus c'est le même pour une startup ou autre. C'est d'aller se confronter tout de suite au marché. C'est d'ailleurs dont on parle beaucoup dans la méthode Lean Startup, Ouais. qui est d'ailleurs bon, elle est très efficace, mais parfois elle est un peu mal comprise, mais qui consiste justement à se développer en allant avant tout au contact de qui? Des clients. Tout à Et fait. donc de tester son prototype, tester en fait les choses très rapidement. Et je crois que c'est ça pour moi, enfin c'est vraiment le truc numéro un, c'est réussir à comprendre en fait l'enjeu et l'importance de toujours valider les choses avec le marché avant de faire 10 000 prévisionnels, 10 000 prédictions, travailler dans sa grotte pendant 10 ans, sortir un truc dont personne ne veut. Donc je pense que ça c'est vraiment le truc le plus important, arriver à comprendre que on peut avoir toutes les meilleures idées du monde, on peut avoir tous les meilleurs projets, on peut investir beaucoup en développement. C'est le marché qui nous dira si c'est bon ou pas. Qu'on le veuille ou non, parce que le marché, c'est qui? Ce sont les acheteurs, c'est ça. Tout à fait. Et la deuxième chose, et ça revient très souvent, il y a l'aspect aussi timing. Et d'ailleurs, j'avais vu, il y a une conférence TED qui est géniale sur ça, qui montre les principaux échecs des startups. Et souvent, ça vient aussi du timing, ça vient de la Ouais, capacité à tout à exécuter fait. très vite. Et c'est pour ça que je suis dans l'efficacité, justement, parce Bah oui. que je crois qu'il y a une difficulté pour beaucoup de personnes, parce et là, je viens juste sur l'humain et sur l'équipe. Ça peut Ouais. être même une petite équipe, cette difficulté à s'organiser et faire, tu parlais de gestion, gérer les projets. Et je crois que dessus, en fait, ça, c'est un des défis aussi majeurs, c'est de de comprendre que on ne peut pas avancer si on n'est pas en fait en train de mettre en place des bons process, des bonnes procédures, d'avoir une bonne gestion de projet qui soit bien rodée pour que le truc se fasse en fait. Ouais. Au lieu de rêver ou de faire des prédictions, une fois qu'on est vraiment dans l'exécution pure et brute, arriver à aller vite. Parce que il faut pas qu'on se le cache, les trois ressources principales d'une entreprise, ça va être un, l'argent. Donc il n'est pas éternel quand on se lance, il va falloir vite faire rentrer de l'argent.
Deux, bah, le temps, parce que c'est et les mêmes prioritaires, mais c'est juste si on parle plus du côté gestion. Et puis Ouais, trois, l'énergie et l'humain et ouais, la capacité à persévérer. Donc du coup, si tu es tout le temps en train de planifier et jamais de faire, bah le truc va pas se développer. Donc je crois que tout le à gros fait. challenge aussi il se joue là. Et le dernier petit truc aussi, c'est peut-être l'aspect plus humain, Ouais, l'équipe. L'équipe, la cohérence de l'équipe, la communication, la capacité à, même quand il y a des réunions, d'être vraiment efficace dans la communication. Parce qu'en fait, pourquoi beaucoup échouent, hein, parce qu'on parle, si on parle on sait qu'il y a une entreprise sur deux qui se plante au bout de 5 ans. ouais. Pourquoi? Parce que il y a ce problème aussi avec l'équipe et il y a ce problème de ça se déchire et tout. C'est un mariage en fait le truc. Ah ouais, c'est Donc ça, je hein. pense Ouais, que ouais. ouais que la cohésion interne en termes de communication, d'esprit d'équipe et tout, c'est aussi pour moi le troisième challenge et défi, enjeu principal, parce qu'il faut réussir à s'entourer des bonnes personnes, à réussir à communiquer et à avoir une vision cohérente et à avancer avec ça en étant complémentaire. Donc je pense que c'est vraiment les trois trucs. C'est la compréhension du marché, la capacité à adapter finalement son produit au marché ou à faire en sorte que ce qu'on appelle le product market fit, que le Ouais, produit voilà s'intègre dans le marché, réussir à exécuter très vite parce qu'il faut très rapidement prendre soin des ressources temps, énergie, argent. Et troisième chose, ben, bien s'entourer. Si on est seul, ben, trouver s'entourer. Et si on est en équipe, ben, réussir à avoir cette cohésion. Et je pense que si un de ces piliers est pas bon, c'est quasi l'échec assuré. De toute façon, ouais, si le marché est pas bon, c'est fini. Ça c'est sûr et certain. Et puis surtout, si généralement c'est bon, bon, ça peut pas garantir forcément un succès, mais en tout cas, ça augmente les chances de succès. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement prédire un échec qu'un succès. Bon, c'est comme ça, mais je pense que pour ouais. moi, c'est les trois choses les principales en fait. Très très belle réponse. Je signerai tout de suite. Si tu me signes un contrat, enfin, si tu me mets un contrat devant le nez en ayant exactement les 3 points que tu viens de dire, c'est exactement ce que je. C'est ma bonne parole. C'est ma bonne parole. C'est la raison pour laquelle je suis bah, exactement sur les réseaux sociaux pour propager cette parole. Sur le plan des produits, je vous ai souvent parlé, ou j'étais, parce qu'on se tutoie, j'étais parlé, donc toi qui me regardes, bien souvent du MVO et du MVP. MVO, Minimal Viable Offer, donc c'est l'offre minimum viable, et la même chose avec un produit, donc le produit minimum viable. Quand on prend l'exemple d'Apple que j'ai Mm. souvent cité, ils sont pas arrivés avec toutes les options dans le premier iPhone, ils sont avec le minimum de façon à pouvoir placer le produit et faire du testing. Et le testing repose donc sur un produit rapide qui est mis en place assez rapidement. Mise en place, ça veut dire planifié, mise en exécution et on teste. Et là, on teste en boucle, hein, l'itération, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos. Tester, avoir une hypothèse, repasser en thèse, thèse, hypothèse, et vraiment retester, améliorer tout le temps. Donc, cette thématique, donc cette méthode de l'itération. Deuxièmement, tu as parlé ensuite donc pour moi, c'est le cœur de la gestion de projet. C'est comme ça que je l'ai appris il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, le temps, les ressources et l'argent, tout simplement, quoi. Et le troisième, tu as bien dit, c'est l'équipe, donc c'est le manpower. Et le manpower, comme je le dis tout le temps, le capital d'une société, avant tout, c'est ses employés. Alors que vous travaillez avec des partenaires ou avec vos employés, c'est le capital de la société. Si vous n'en prenez pas soin, les gens iront ailleurs, tout simplement. Voilà. Tu es entrepreneur, geek, voyageur. Ça m'a. Verbe entrepreneur, geek, voyageur. Génial. Voilà. Pour moi, tu es avant tout un entrepreneur. Alors, quelle est la structure de cet entrepreneur que tu es? Au niveau du réseau, donc est-ce que tu travailles avec un réseau de freelanceurs? Est-ce que tu es un sous-traitant? Est-ce que tu travailles avec des sous-traitants? Est-ce que tu fais de l'outsourcing? Est-ce que tu as des employés? Ou est-ce que tu, comme tu disais au départ cette interview, à 100% sur de l'automatisme? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Moi, j'ai une valeur qui est très forte, qui est la liberté. La liberté. C'est ce qui fait que j'ai pas lancé mon entreprise pour avoir une structure qui soit trop lourde et D'accord. difficile à manœuvrer. Donc, ce qui fait que je suis très light dans mon fonctionnement et surtout qui fait aussi que je vais d'abord avant tout chercher à automatiser avant de déléguer. Et je suis très mauvais pour déléguer, c'est mon plus gros challenge. Ce qui fait que quand je sous-traite ou quand je fais appel à des prestataires, c'est sur des projets ponctuels. Mhm. C'est-à-dire que tout ce qui va être, je sais pas, il y a un projet, il y a une mission, il y a un lancement, il y a un événement et tout, je vais prendre du monde autour
mais ce sera fait comme ça. Mais en termes de gestion de l'entreprise elle-même, je suis tout seul avec tout ce qui va être classique, quelqu'un qui va plus, enfin, forcément, être par comptable, ça c'est obligé parce que je déteste la paperasse. Clair. Tout ce qui va être la gestion, enfin voilà, tout travail d'assistance, etc. Mais Mhm. après, moi, mon focus principal dans mon fonctionnement, c'est le contenu. Parce que comme c'est moi que je vends et c'est mon expertise, tout est orienté sur créer du contenu, travailler avec les clients pour les clients où c'est du direct, et Mhm. aussi tout ce qui va être la partie vision stratégique, orchestrer les choses. Mais j'ai un fonctionnement qui est très léger parce qu'en fait, j'ai envie de pouvoir me dire que, bah, comme tu as dit, voyageur, que si un jour j'ai envie de partir, que je sois pas coincé en fait. Ouais. Ou que j'ai vraiment envie que si je dois prendre une décision, comme enfin cette année j'ai pris un énorme virage, ça s'est fait tranquille parce que c'est pas une grosse structure. Plus ta structure est grosse et complexe, plus c'est dur de manœuvrer en fait. Comme on pourrait comparer, je sais pas, un gros paquebot à une petite barque qui est facile à manœuvrer. Ouais. Donc en fait, l'enjeu n'est pas le même. Donc ce qui fait que j'ai pas une vision de l'empire, etc. J'ai plus une vision peut-être plus lifestyle et je l'assume entièrement. À Mhm. la différence de peut-être certains d'autres qui vont être les gens les servent et ça nourrit que ça. J'ai quand même aussi une petite mission au-delà qui va au-delà juste de moi, qui est va vraiment réussir aussi enfin, mes clients, pour moi, c'est ma priorité. J'ai vraiment envie de les aider et tant qu'il n'y a pas des résultats, tant qu'il n'y a pas cette valeur qui est délivrée, je suis pas bien. Donc, je peux pas juste, je pourrais arrêter de travailler, je pourrais juste tout automatiser, je sais très bien le faire. Mais Mhm. au bout d'un moment, je m'ennuierais et puis je me sentirais inutile. Donc, j'ai besoin toujours de servir et d'apporter de la valeur. Et même, c'est un petit truc que j'ai dans mes habitudes, c'est que chaque matin, je me demande comment je pourrais mieux servir mes clients et mieux servir mon audience. C'est les deux questions que je me pose tous les jours. Un Donc top du petit coup, c'est ça rituel, qui hein. me permet en fait c'est ça qui me lève le matin en fait. Ouais. Très Donc bien. du coup, c'est comme ça que je fonctionne et du coup, bah c'est vrai que j'ai un fonctionnement à la fois structuré en même temps chaotique parce que j'aime bien les deux. J'aime bien aussi un peu le chaos, l'imprévisible, prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, parce que c'est aussi ça qui me passionne, les challenges et les choses comme ça. Et en même temps, parfois derrière, je peux mettre de la structure, du focus, etc. Donc j'oscille un peu entre les deux, mais je reste quand même relativement light. Très, très intéressant ta réponse, hein. Tu vois, c'est le côté à toi. Bon, après, tu m'en voudras pas. Peut-être que tu l'as déjà dit dans certaines vidéos. Je suis honnête avec toi, je n'ai pas regardé toutes tes vidéos. Mais j'ai Il y en souvent, a plus de 1500, donc ouais, c'est vrai que c'est dur à c'est trouver. ça, c'est ça. Et moi, comme je t'avais dit aussi, par rapport à mes besoins, est-ce que j'aime pas, je cible. Et par rapport, donc, comme toi, tu fais partie des gens qui arrivent bien à dire ton message dans les titres, on se retrouve très, très rapidement. Donc là, je te dis respect, c'est très, très, très bien fait ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, entre autres, hein. Et par rapport à ça, donc, je me disais tout simplement que voilà, par rapport à la structure que tu as, je n'aurais pas cru, tu vois. Parce que je ne savais pas comment tu travaillais. C'est pour ça que je t'ai posé la question Ouais. également, hein, pas spécialement pour ceux qui nous regardent toi qui nous regardes et qui écoutent cette interview. Mais c'est très intéressant parce que d'en arriver quand même au niveau où tu en es, hein, tu as quand même énormément de gens qui te suivent, tu as de très très bons produits, donc tu as dit toi-même ce que tu proposais, hein, que ce soit dans la vente ou dans le marketing, le suivi et l'optimisation, l'augmentation de scalabilité, hein, comme je le dis aussi, c'est Ouais. ce que tu fais également. Et tout ça repose en fait sur une structure lean, hein. Il y a le lean management, comme on dit. Moi, c'est une Ouais. chose que j'utilise régulièrement dans mes projets. Mes clients le font eux-mêmes. Moi, je le propage. Cette bonne parole de dire faites les choses simples, keep it simple. Pourquoi faire les Ouais, choses compliquées? clairement, ouais. On peut les faire simples. C'est pour ça que je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Moi, personnellement, je suis encore tout seul. Je ne pense pas que je le resterai. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire, mais il y a des choses que je n'aime pas faire, comme toi. Donc, je me retrouve également là-dedans. La comptabilité, je l'ai donné aussi parce que pourtant, je suis très analytique. Attention, hein, ça fait partie de mes qualités. C'est un peu mon super pouvoir, on va dire, entre autres, de pouvoir voir ce que certains, donc de voir certains schémas dans des chiffres. Ce que d'autres ne voient pas, moi, je le vois assez facilement. Mais ça, je le fais avec mes clients, mais je le fais pas pour moi. Là, je le délègue. Et pourquoi? Tout simplement, donc c'est la valeur que je te donne en plus dans ce petit conseil que j'aimerais donner à ceux qui regardent cette vidéo ou celles qui regardent cette vidéo, c'est que c'est pas parce que tu aimes bien le faire que tu dois le faire automatiquement. Le temps, c'est de l'argent, tu sais très bien, hein, Johan. Et si tu as une valeur marchande, on va dire de 150 à 200 euros de l'heure, et que tu fais une tâche qui en vaut sur le marché peut-être que 50, 70, eh bien, excuse-moi, tu perds ton temps. Et si tu aimes le faire, c'est bien si tu gagnes suffisamment d'argent, mais si tu gagnes pas suffisamment d'argent, optimise ton process.
Et ça, Johan, je pense que tu pourras le dire également. C'est ce que tu nous as dit. Oui, parce qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours cette notion, bon, ce qu'on n'aime pas faire, c'est évident qu'on doit le déléguer, Ouais, mais il y a des choses qu'on aime faire, mais qu'on n'est pas censé faire, et ça, c'est toujours délicat. C'est tout à ultra fait. délicat parce que, mais je crois que tant qu'on n'a pas eu la tête sous l'eau, on se rend pas compte à quel point c'est important Ah ouais, de plus le fais faire. attention. Quand tu sais pas nager et que t'as pas de tuba, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout Mm. quand l'eau commence à rentrer par le nez. Et tu as tout à fait raison. Hein. C'est justement ce que je veux dire par là. Et je me retrouve dans. Bah, Mais je crois que déléguer, en tout cas dans ma personnalité et dans, il y en a qui arrivent à le faire facilement. Moi, c'est le ouais. truc. Pour moi, c'est le plus gros challenge de mon business. Et moi, j'ai pas eu le Peut-être choix. le truc le plus dur, que c'est ma plus grande faiblesse même. Je l'assume de le dire. Ouais. Je travaille dessus, mais la partie déléguer et tout, faire confiance, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de mal et je travaille encore. Je m'améliore. J'ai fait un pas cette année, mais Ouais. c'est un challenge. Dernière question, Johan, et c'est une question qui me tient très à cœur parce que c'est ce que bah, c'est ma question préférée. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader exemplaire? Un leader exemplaire, ça se joue sur, bon, on va donner 3 points, c'est la règle des 3. Ouais, Premier point, quoi qu'il arrive, l'importance d'être aligné. C'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'intégrité, aux valeurs, au respect de soi, de ses limites et de comment en fait on arrive déjà soi-même à être au clair. Un leader, pour moi, il doit être au clair, il doit être cohérent. Bon, je dis pas qu'on a tous nos incohérences, on est tous humains, mais au maximum. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, qu'un leader connaisse ses valeurs et qu'il les respecte, parce que ça, en fait, quoi qu'il arrive, c'est le plus important. Et moi, c'est ce que je travaille le plus, c'est-à-dire rester aligné. Et puis, comme j'ai dit, même quand je prends un virage ou une décision, parce qu'il faut, dans le vie d'entrepreneur, on va pas toujours faire la même chose non-stop, on a envie d'évoluer, ouais, ben de rester dans cette cohérence des valeurs. Et pareil, dans les décisions que je vais prendre, dans les gens avec qui je vais travailler, de toujours être dans cette cohérence de valeurs. Et ça, je crois que c'est ça qui me permet d'être aligné et épanoui en fait. En tout cas, c'est ça qui me permet de me dire, je fais ce qui est juste, ce qui compte, ce qui est important. Ça, c'est la première chose, être aligné. La deuxième, c'est aussi l'aspect en fait responsabilité. Pour moi, c'est d'accord. très important. Un leader, il a une responsabilité. C'est un peu comme dans Spider-Man, quand on Ouais, lui dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, parce que quand on est leader, on a un pouvoir. Les gens nous suivent, on est un exemple, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il faut réussir à prendre cette responsabilité, à pas l'oublier ouais, dans ce qu'on va dire, parce que plus on commence à être connu et plus on aide des entreprises, on fait du coaching, de l'accompagnement, etc. On se rend compte de la responsabilité qu'on a sur les autres. Et il faut pas justement la fuir, il faut vraiment la prendre. Par exemple, moi, je me remets tout le temps en question. mhm, C'est toujours dans ma communication de faire attention à ce que je vais dire. C'est pas toujours facile, hein, je dis qu'on n'est pas toujours parfait, mais au moins au maximum d'accepter cette responsabilité, de la prendre et d'en faire quelque chose dans les projets. Et la troisième chose, pour moi, un leader, c'est là, ça va plus se jouer sur l'aspect mission. C'est que je pense qu'un leader doit pas oublier, ça va, enfin tout est connecté hein, dans ce que j'ai dit avant, mhm, mais que je crois que tout leader a une mission en fait. Donc c'est ce qui me ramène à un mot qui est très bien connu, surtout en développement personnel, l'intention. Être au clair sur l'intention. C'est-à-dire quelle est ton intention en tant que leader. Pourquoi tu fais ça? Fameux pourquoi, ouais, tout à fait. comme le dit bien Simon Sinek, c'est pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui est important pour toi, pour les autres, et quelle est l'intention que tu vas mettre, que ça soit quand tu proposes des produits, des services, qu'on parlait de branding, de marque, derrière tout ça, il y a une intention. Toute histoire d'entreprise, il y a une intention, tous les projets que tu vas lancer, il y a une intention. Dans tes offres, il y a une intention, qu'est-ce que tu apportes comme valeur. Et je pense que un leader doit être au clair auprès de lui sur son intention, et là aussi, parce que si on revient sur la responsabilité, puis l'aspect valeur, et puis même Mhm. transparence, bah, être au clair publiquement sur son intention auprès des autres. Je vais être très honnête, pour moi, il y a beaucoup de leaders que j'apprécie pas, ça me concerne, hein, c'est très subjectif, Bien ce sont sûr, mes bien valeurs. sûr. Donc pourquoi? Parce que je comprends pas leur intention. Peut-être que certains arrivent à la comprendre, mais moi, quand je comprends pas l'intention de quelqu'un, et je parlais de la difficulté à faire confiance parfois, c'est lié à ça, ça me concerne, hein. Ouais, Mais si pour moi l'intention n'est pas claire, je sais pas, je vois un influenceur, je sais pas pourquoi il fait ces trucs. ouais. Bah, pour moi, voilà, au niveau confiance, c'est dur. Et je pense Mhm. que la plupart des leaders, en fait, en tout cas, un bon leader, pour moi, l'image que j'ai du leader, voilà, c'est quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui les assume
et quelqu'un aussi qui va avoir cette attention qui est transparente en fait. Voilà, c'est ma vision en fait du leadership, et pour moi, si on arrive à combiner les trois, et je dis pas que c'est toujours parfait, que c'est facile, au contraire, mais généralement il y a peu de chances même en fait qu'on ait des gros soucis. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple, la pire chose qui puisse arriver à un leader, c'est que soit les gens le lâchent ou que ils se prennent un bad buzz ou une attaque. Mais si tu es aligné, on t'attaque, ça va rien te faire parce que tu es au clair avec toi-même. Ouais. Si tu prends tes responsabilités, on t'attaque, tu dis bah ok, j'ai fait mon erreur, ou alors tu es transparent. Bah sur quoi on va t'attaquer si t'es transparent, puisque généralement tu es au clair. Et si l'intention aussi est transparente et claire, ben par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais, tu fais ça, tu veux gagner de l'argent. Une attaque. Bah je suis au clair parce que je suis aligné, parce que je sais ce que je vends. J'ai une attention qui est claire parce que je suis entrepreneur, donc oui, je fais du profit, je l'assume. Et puis aussi, bah, comme c'est aligné, comme c'est ok, je prends mes responsabilités par rapport à ça, ça m'atteint pas. Parce que justement, je suis au clair avec ça. Donc c'est un petit exemple que je donne parce que c'est une remarque qu'on fait souvent, surtout dans le monde dans lequel on vit, les gens qui ont un problème avec l'argent. Ouais. Tu dois connaître aussi, mais en fait, ça, je pense que c'est pour moi la meilleure façon de prendre sa position de leader. Et quand je parlais de responsabilité, c'est vis-à-vis de soi et puis aussi vis-à-vis des autres, parce quand on est leader, on amène des gens avec nous en fait. Donc pas oublier d'avoir un peu, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'il est trop utilisé, mais aussi cette gratitude en termes de responsabilité, de se dire que si les gens ils nous suivent, ben il faut les remercier, les apprécier pour ce qu'ils sont, de nous suivre. Parce qu'il y a des leaders qui peuvent aussi cracher sur leur audience ou voilà, enfin pas respecter. Je parlais d'intention, de garder l'intention bienveillante, mais ça regarde mes valeurs. Donc voilà un peu ma vision des choses. Johan, une très très belle réponse. C'est impressionnant, et c'est justement pour ça que je t'apprécie toi et j'apprécie ce que tu livres, parce que tu fais les choses de manière émotionnelle, et c'est justement une de mes valeurs aussi, c'est attirer la confiance. On le fait en étant émotionnel, et en étant émotionnel de manière naturelle et pas Oui. artificielle. Certains essaient de le faire, mais si on ne l'est pas, on ne l'est pas. C'est OK, hein, comme tu disais auparavant. Tu as des gens qui sont très straight, très analytiques. Mais je pense que quand on est capable de pouvoir associer l'analytique avec l'émotionnel, on est capable de devenir un leader. Et par rapport à ce que tu disais aux intentions, moi, on m'a souvent posé la question, mais tu dis que tu as déjà fait ceci, tu as déjà fait cela, mais pourquoi tu vas mettre du contenu gratuit alors que tu pourrais très bien vendre ton contenu? Eh bien, c'est simple, mon intention est claire par rapport à ça, et je la redis par rapport à ce que disait Johan. Pourquoi je te donne du contenu gratuit? Tout simplement parce que je sais d'où je viens. Je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et j'avais pas d'argent pour me payer un ordinateur pour avoir une liaison Internet. Et je devais aller à la bibliothèque, je devais prendre des livres, les lire. J'ai pas eu accès à Internet au départ, et je sais comment c'était difficile de ne pas avoir cette grande source de données, cette grande base de données qu'on a à l'heure actuelle, de connaissances, cette valeur ajoutée qu'on a sur le net. Et c'est pour ça que tout ce que je connais et ce que je peux, j'essaie de le donner à celui qui est motivé. À celui qui est assis avec un paquet de chips sur son canapé et qui regarde tous les soirs sa petite série préférée. Ça, tu peux le faire quand tu as fait ton boulot et que tu es en équilibre, en osmose avec toi-même et tes objectifs. Mais bien évidemment, ceux qui en veulent et qui veulent vraiment devenir des leaders exemplaires. Voilà. Très, très bien. Les valeurs, moi, évidemment, ça joue énormément un rôle. Vous le savez très bien, vous qui me suivez. Parce que je pense que… Et ça joue même sur presque l'intégralité, c'est ça qui est ouf. Ah oui. C'est que souvent on l'oublie, mais les valeurs, c'est Non. quelque chose de tellement important que… Si tu respectes pas tes valeurs, de toute manière, t'es pas, comme tu dis, t'es pas aligné. Moi, j'aime bien le mot aligné. Hein. Tu te L'alignement, perds en l'alignement de fait, tu te soi-même. perds, t'es pas heureux, t'es pas bien, donc Et ça se sent. Les gens ne le ça se voient pas sent. eux-mêmes, mais vis-à-vis d'autrui, on sent que la personne n'est pas en équilibre. Ouais, Après, c'est sûr que quand on a beaucoup plus de vision, et quand la mission de vie, le feu ardent est beaucoup plus grand que ce qu'on a déjà atteint, certains qui n'en sont pas encore là vont peut-être avoir du mal à comprendre. Ils se disent, mais tu devrais être heureux, tu as tout pour… Enfin, heureux, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux dans sa manière d'être, mais qu'on sait intérieurement que ce n'est qu'une étape où on est arrivé et on a d'autres visions, donc on veut vraiment monter sur l'échelle, scaler le truc, et pas oui, scaler puis j'en seulement sur connais le plan tellement financier. Hein. qui gagnent beaucoup d'argent et qui disent qu'ils ont fait un burn-out parce qu'ils n'étaient pas alignés avec la façon de gagner de l'argent, etc. Même moi, j'ai rencontré ça à un moment. Ouais. C'est-à-dire que dans le business, on fait des erreurs, on évolue, puis il y a un moment où, parce que bon, j'ai jamais fait un truc qui va vraiment contre mes valeurs, mais il y avait un moment où j'étais plus dans un ancien fonctionnement qui me D'accord. plaisait pas, où je m'épanouissais pas. Bah justement, j'avais plus envie d'aller bosser, de bosser sur mes trucs.
Et ça créait en fait un désalignement parce que je tuais ma valeur un peu liberté et aussi évolution. Et ce qui fait que bah, j'ai commencé vraiment à pas être bien. Et j'attirais aussi des clients qui étaient pas dans mes valeurs. Et ça aussi, sa clientèle, si elle est pas alignée avec ses valeurs, avec nous, c'est aussi très dur à gérer. Parce que Ah je ouais. l'ai vécu à un moment, j'en connais aussi qui l'ont vécu. C'est-à-dire que si je vais être très franc, si on n'aime pas ses clients, bah, c'est dur d'être heureux dans son business. Et pour Tout aimer à ses fait. clients, il faut être aligné avec eux. Donc d'où la responsabilité du leader en fait. Ouais. Parce que si on communique avec des valeurs, avec des intentions, avec une responsabilité, on va attirer naturellement les bonnes personnes. Tout Puisque à fait. les personnes vont être sensibles à ça en fait. Que dire de plus, hein, mon cher Johan? C'est justement ce que je dis quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je parle de moi et quand je parle, quand je livre du contenu. C'est justement ce que je dis tout le temps. Les valeurs, c'est vraiment la base. Et moi, je parle souvent de fondation. Hein, pour pouvoir construire quelque chose de solide, il faut avoir une bonne fondation. Mon Tout père à était dans le fait. bâtiment, donc il m'a appris ça dès le départ parce que j'avais la chance de pouvoir l'aider. Alors, beaucoup vont Mm. dire pourquoi c'était une chance de pouvoir l'aider, parce que j'ai appris que le travail et que l'argent, c'était pour lui, pas facile à gagner. Moi, j'ai pu gagner de l'argent beaucoup plus facilement, donc ne pas travailler de manière corporelle comme il a pu le faire Mm. et se tuer au boulot. Mais il était capable, il avait donc une certaine expertise dans le domaine, il m'a transmis cette expertise et même si je n'étais pas devenu ce que je suis devenu, j'aurais toujours pu faire donc ce qu'il m'avait transmis. C'est pour ça que je en suis très reconnaissant par rapport à ça. Et ça repose sur les bases entrepreneuriales, avoir une bonne fondation, pouvoir construire des murs solides, donc des Mm. colonnes. Hein, il suffirait de reprendre mon image que je dis souvent dans mes vidéos par rapport à l'empire gallo-romain ou alors l'empire grec, qui avait de très grosses colonnes, des colonnes solides. Et ces colonnes-là, ce sont les lois de l'entrepreneuriat qui reposent sur le savoir entrepreneurial, sur le savoir-faire. Et en haut, on a le leader qui, lui, a un savoir-être entrepreneurial. Voilà. Ce sera mon mot de fin par rapport à ça. Johan, je te remercie beaucoup pour ces réponses très, très riches en valeur. On sent énormément d'expérience dans ce que tu nous as dit et pas seulement de la théorie. C'est ce que je reproche à pas mal de monde. Mais je suis pas venu faire de la critique, mais c'est de l'analyse pure et dure. Mais je suis direct dans mes mots. Vous me connaissez, ceux qui me suivent. Et je t'en remercie beaucoup, en tout cas, pour la valeur que tu as Merci à apportée toi dans cette pour vidéo. l'invitation. Je t'en prie. Je mettrai ensuite, te concernant, donc en dessous de la vidéo, les liens de tes réseaux sociaux où on te trouve, ton site internet. Et puis, je te dis donc à bientôt. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis voilà. À bientôt, Joanne. À bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao.